Contraception masculine, comment faire avaler la pilule aux hommes? Bonjour à tous, je suis Fanny Matsukuma, je suis assistante en troisième année de médecine générale. Dans le cadre de mon TFE, j'ai réalisé une étude recherchant les différents moyens de contraception masculine à disposition et j'ai également recherché les freins et facilitateurs des médecins généralistes à la promotion de la contraception masculine. Je vous propose de voir ça ensemble tout de suite. Commençons d'abord par les différents moyens de contraception masculine. Il y a les moyens que nous avons déjà à disposition, avec ceux qui sont bien connus comme le retrait, le préservatif masculin et la vasectomie. Mais il y a également les injections hormonales ou la contraception thermique via trois moyens différents, l'anneau thermique, le remonte-couille toulousain ou le slip chauffant. Ensuite, il y a également les méthodes qui sont en cours d'étude, qui ne sont pas encore disponibles, avec le Riseg, le Vasalgel, le Bimec et peut-être même la pilule. Commençons d'abord par la technique du retrait, qui est une technique qui est peu fiable car très utilisateur dépendant et qui surtout a un indice de Pearl, que ce soit théorique ou pratique, qui n'est pas bon, avec un indice de Pearl théorique de 4 et en pratique de 20. C'est-à-dire qu'au bout d'un an d'utilisation, sur 100 femmes qui utilisent cette méthode, il y a 20 grossesses qui vont subvenir. Ensuite, le préservatif masculin, bien connu également. Pour rappel, c'est le seul moyen de contraception qui protège également des infections sexuellement transmissibles. L'indice de Pearl théorique est de 2, mais par contre, en pratique, il monte à 13. Le coût d'un préservatif est plus ou moins de 80 cents pièce. Ensuite, la vasectomie, qui elle, par contre, a un indice de Pearl qui est bien meilleur, puisqu'on est en théorie et en pratique aux alentours de 0,1. Pour rappel, il s'agit d'une intervention bénigne qui consiste à sectionner les canaux déférents afin de bloquer le passage des spermatozoïdes. Cette intervention peut se faire sous anesthésie locale ou générale. Après l'intervention, il faut se protéger par un autre moyen de contraception durant 3 mois, le temps d'un cycle de spermatogénèse. Et après ces 3 mois, on fait un spermogramme pour vérifier qu'il y a moins d'1 million de spermatozoïdes dans 1 millilitre de sperme. Et ainsi, on peut se considérer comme contracepté. C'est une méthode qui doit être considérée comme définitive, bien qu'il existe une intervention de reperméabilisation des canaux déférents, mais dont le taux de réussite est très variable. Cette intervention coûte entre 50 à 400 euros, selon si on est en chambre seule ou en chambre commune. Dans ce qui est moins connu maintenant, il y a les injections hormonales. Donc, c'est un moyen de contraception masculine qui est reconnu par l'OMS, qui consiste en une injection d'énanthate de testostérone à 200 mg en IM une fois par semaine. Le principe repose sur le rétrocontrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc en fait, la testostérone exogène, donc qui est injectée, va avoir une action freinatrice sur la sécrétion pulsatile de GnRH, qui va elle-même du coup freiner la sécrétion de FSH et LH, et donc qui va ne pas stimuler les cellules de Sertoli qui ont pour action de faire la spermatogénèse. Les actions périphériques de la testostérone, elles, seront du coup assurées par la testostérone exogène qui sera injectée. L'indice de Pearl est plutôt bon, on est à 1,4, ce qui équivaut à une contraception hormonale féminine. On obtient une azoospermie ou une oligospermie après 1 à 3 mois de traitement. Malheureusement, en Belgique, il n'y a pas de spécialité qui corresponde à l'énanthate de testostérone à 200 mg en injectable. Nous avons bien le Sustanon et le Nebido qui sont des testostérones injectables, mais qui ne correspondent pas tout à fait au protocole qui est reconnu par l'OMS. Au niveau de la population cible, pour cette contraception via injection hormonale, on vise plutôt des hommes en dessous de 45 ans, car au-delà de 45 ans, on proposera peut-être une méthode plus définitive comme la vasectomie. Avant de se lancer dans les injections hormonales, il faut faire un bilan biologique avec l'hématologie, le cholestérol, les triglycérides et les tests hépatiques. Et durant le traitement, il faut également faire un bilan biologique tous les 6 mois. Il faut aussi avoir au départ un spermogramme normal et fécondant et un examen clinique normal.
Au niveau des contre-indications, il y a essentiellement des contre-indications du type facteur de risque cardiovasculaire, comme des antécédents de phlébite ou des troubles de la coagulation, des pathologies cardiaques, une intoxication tabagique avec une consommation au-delà de 5 cigarettes par jour ou une intoxication alcoolique, une obésité ou une hypertension. D'autres contre-indications, comme des pathologies hépatiques, une insuffisance rénale, des pathologies neurologiques, une apnée du sommeil, des troubles psychiatriques ou des pathologies prostatiques, que ce soit pour le patient ou au niveau des antécédents familiaux. Si par exemple un membre de la famille du patient a un cancer de la prostate. Une autre contre-indication est l'acné, puisque c'est un des effets secondaires qui sera le plus décrit. Nous allons le voir tout de suite. Le traitement donc consiste à, comme on l'a dit, à une injection d'énanthate de testostérone à raison de 200 mg en IM une fois par semaine. Concernant l'efficacité, elle est obtenue après 1 à 3 mois de traitement et on obtient un spermogramme avec moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme. On continue de faire des contrôles d'efficacité durant le traitement, plus ou moins tous les trimestres. C'est une méthode qui est réversible et la fécondité est rétablie 1 mois après l'arrêt du traitement. Au niveau des effets secondaires, celui qui a été le plus décrit est de l'acné, mais il peut aussi avoir dans de rares cas de l'agressivité, une libido excessive, une prise de poids, une modification des lipides ou de l'hématocrite. Ensuite, passons à la contraception thermique. La contraception thermique se base sur le fait qu'on a besoin d'une température de 35 degrés, donc inférieure à la température corporelle, pour pouvoir avoir une spermatogénèse efficace. La contraception thermique se base donc sur le principe de maintenir les testicules à une plus haute température. Après cette méthode utilisée durant 3 mois, on fait un spermogramme dont l'objectif est également d'avoir moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme. La question est évidemment le risque de cancérisation, puisqu'on sait que les cas de figure où les testicules sont maintenus à une plus haute température, comme par exemple dans la cryptorchidie, peuvent être des situations qui vont favoriser les cancers testiculaires. C'est une question qui n'a pas encore été répondue dans de grandes études. On n'a pas d'études actuellement qui s'interrogent sur l'impact de la contraception thermique sur le risque de cancérisation testiculaire. Au niveau des indications, la population cible est avoir en face de soi un homme qui est surtout fortement motivé à avoir une contraception masculine. Au niveau du bilan, il n'y a pas de bilan biologique à faire au préalable. Par contre, il faut avoir un spermogramme normal et fécondant avant l'utilisation de cette méthode. Il faut également avoir un examen clinique normal qui exclut les contre-indications qui vont être citées juste ici. Donc, les contre-indications sont une anomalie de la descente des testicules, traitée au nom, du type cryptorchidie, une hernie inguinale, traitée au nom également, un cancer des testicules, un varicocèle de grade 3 ou de l'obésité. La technique consiste à remonter les testicules au niveau des creux inguinaux afin que ceux-ci soient maintenus à température corporelle 15 heures par jour durant les heures d'éveil, puisque c'est durant ces heures que la température corporelle est le plus haut, tous les jours. La méthode peut être utilisée pendant maximum 4 ans, puisque ce sont les limites des études que nous avons en disposition pour l'instant. L'efficacité, on arrive à des spermogrammes avec moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre après 2 à 4 mois d'utilisation. On a besoin de 2 spermogrammes montrant ce taux de moins d'un million de spermatozoïdes par millilitre consécutif afin de dire que la méthode est efficace. On continue le contrôle d'efficacité au départ tous les mois durant les 6 premiers mois d'utilisation. Ensuite, on peut écarter les spermogrammes d'une fois tous les 2 mois. C'est une méthode qui est réversible. Une fois l'arrêt de la technique, on peut retrouver sa fécondité initiale après 6 à 9 mois. Enfin, au niveau des effets secondaires, il n'y a pas d'effet secondaire qui a été décrit pour l'instant. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer la méthode de contraception thermique? Il y a 3 méthodes pour l'instant. Il y a d'abord l'androswitch qui est l'anneau thermique. Il s'agit d'un anneau en silicone dans lequel on va passer la verge
et la bourse vide, donc sans les testicules. Cet anneau va ensuite être placé à la base de la verge et donc les testicules vont remonter naturellement au niveau des creux inguinaux, donc en position dite haute. Une fois ces testicules à cet endroit-là, ils sont donc maintenus à une température corporelle de 37 degrés. On garde le port de cet anneau thermique durant 15 heures par jour durant les heures d'éveil, tous les jours. L'anneau, lui, coûte plus ou moins 37 € par pièce et on a besoin d'une seule pièce pour pouvoir le porter tous les jours. Ensuite, il y a également le remonte-couille toulousain qui se base exactement sur la même technique, sauf que plutôt que de passer la verge et la bourse vide à travers l'anneau de silicone, on le passe à travers un petit trou qui aura été créé dans le slip. Ces slips sont souvent fabriqués de façon artisanale et donc le coût est fort variable. Enfin, il y a également le spermapose qui lui est un slip chauffant et qui va donc amener une chaleur externe. La chaleur sera donc un petit peu plus forte, aux alentours de 38 à 40 degrés et donc on peut se permettre de porter le slip chauffant un petit peu moins longtemps, plus ou moins 3 à 5 heures par jour. Le coût est par contre un petit peu plus élevé. Selon les kits, on est entre 90 ou 140 €. Maintenant, nous allons aborder les méthodes en cours d'étude. Il y a d'abord le Rhizug et le Vasalgel qui se basent plus ou moins sur la même technique, à savoir une injection au niveau des canaux déférents durant une petite intervention tout à fait bénigne qui peut se faire en ambulatoire. Le Rhizug, lui, va se baser sur une injection au niveau des canaux déférents d'un produit qui va rendre les spermatozoïdes inactifs via un stress ionique. Une fois cette injection faite, on a une méthode qui est efficace après 72 heures. Et également, cette méthode a pour but d'être réversible. Il suffit alors de refaire une injection de bicarbonate de soude pour dissoudre le produit qui avait été injecté et retrouver des spermatozoïdes efficaces. Le Vasalgel, lui, consiste également donc en une injection dans les canaux déférents, mais ce sera une injection qui aura pour but de bloquer le passage des spermatozoïdes, qui aura vraiment une action barrière, comme une vasectomie, mais qui a pour but d'être réversible, mais pour l'instant, les études ne l'ont pas encore démontré. Ensuite, il y a également le BIMEC, qui est une sorte d'interrupteur qui serait placé durant une intervention type vasectomie au niveau des canaux déférents pour bloquer le passage des spermatozoïdes. À la différence d'une vasectomie, le BIMEC a pour but d'être réversible et une fois qu'on met l'interrupteur en position on, de permettre le repassage des spermatozoïdes à travers les canaux déférents. Enfin, quid de la pilule? Donc, il y a des études qui ont été menées et qui ont démontré 2 molécules prometteuses qui pourraient être utilisées pour une contraception précoce, masculine. Ces études, malheureusement, n'ont pas abouti pour l'instant et donc il n'y a pas de pilules qui, sont accessibles pour l'instant. Maintenant, je vous propose de passer à l'étude que j'ai réalisée dans le cadre de mon TFE, qui consistait donc à une recherche des freins et facilitateurs des médecins généralistes à aborder la contraception masculine. J'ai fait cela via une étude qualitative en interrogeant une dizaine de médecins via des entretiens semi-dirigés. Les médecins ont d'abord témoigné de différents freins et facilitateurs qui concernent les médecins. Les gros freins qui ont évidemment été mis en avant est le manque d'informations et le manque de référents. Donc concernant le manque d'informations, que ce soit durant les études ou durant leur formation continue. Le manque de référents a été aussi déploré puisque les médecins ne savent pas toujours vers qui se tourner, que ce soit vers certains urologues qui seraient spécialisés en la matière, mais il s'avère qu'en Belgique, il y a peu de personnes qui sont vraiment spécialisées en contraception masculine, puisqu'il n'y a pas de formation en Belgique en andrologie. C'est une formation qui se fait en France. Ensuite, concernant le patient, les médecins généralistes ont déploré d'abord un manque de demande du patient et un manque d'information de celui-ci. Il est très rare que les médecins reçoivent un patient qui demande une contraception masculine. D'ailleurs, peut-être qu'une cause de cela serait le manque d'information du patient et pour cela, peut-être que des campagnes de sensibilisation pourraient aider ou peut-être aussi une présentation plus systématisée des différents moyens de contraception qui sont à disposition.
Aussi, il a été évoqué peut-être le manque de fiabilité des hommes ou du moins la difficulté de la part des femmes à déléguer cette tâche de contraception aux hommes, puisque on le sait bien, s'il y a des problèmes au niveau de la contraception, ce sera la femme qui devra en subir les conséquences. Bien sûr, il y a des terrains qui sont plus favorables que d'autres à parler de contraception masculine. Par exemple, se retrouver devant un jeune homme ayant des partenaires multiples et n'ayant pas encore d'enfants n'est pas un terrain favorable à aborder la contraception masculine. Par contre, se retrouver devant un homme d'âge moyen, étant dans un couple stable, ayant déjà plusieurs enfants, peut aider le médecin à aborder la contraception masculine. Aussi, la représentation négative que certains patients peuvent avoir de la contraception masculine a été évoquée, bien qu'on sente qu'au niveau de la société, il y ait petit à petit une évolution des mœurs en termes de contraception et que petit à petit, la population aurait envie d'avoir une responsabilité contraceptive plus partagée entre l'homme et la femme. Enfin, d'un point de vue général, le manque de moyens de contraception masculine a été mis en avant, bien entendu, et les médecins souhaiteraient avoir des moyens de contraception masculine qui soient d'abord fiables, rapidement efficaces, mais surtout réversibles. Et donc pour ça, on propose évidemment que plus de moyens de contraception masculine soient développés. Aussi, le fait que parler contraception prenne du temps est un frein. C'est effectivement des consultations qui sont chronophages et une solution qui pourrait être envisagée si le sujet était abordé en consultation serait de proposer de postposer la consultation et de vraiment dédier une consultation uniquement à la contraception afin de pouvoir exposer le panel entier des différentes contraceptions à disposition. Par contre, avoir une consultation qui tourne déjà autour de la vie sexuelle et affective peut aider le médecin généraliste à aborder la contraception masculine. Tout comme se retrouver devant une femme qui a beaucoup de difficultés à trouver une contraception qui lui convient. Dans ce cas-là, le médecin aurait peut-être plus facile d'aborder la contraception masculine. C'était tout pour ce petit tour d'horizon de la contraception masculine. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous souhaitez lire mon TFE ou si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail fannymatsu@hotmail.com. Merci beaucoup.